Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'échange que j'ai généralement avec une personnalité. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que j'ouvre une porte d'une institution très chère au pays, très chère au Canada. Ce sont les Forces armées canadiennes. J'ai la chance d'avoir avec moi le colonel David Chen, qui est le commandant du 34e GBC. Je ne vous dis pas plus, suivez-la. Je bafouille un peu, vous comprenez, c'est pas tous les jours qu'on reçoit. Hein, on est entre amis quand même. Qu'on reçoit. Même si, je dois quand même le dire, j'ai eu la chance de vous croiser professionnellement parce que vous êtes en tenue militaire, mais vous êtes policier aussi. Exactement, oui. Voilà. Donc, je suis un militaire réserviste. OK. Ce que ça veut dire, c'est que j'œuvre à temps partiel avec les Forces armées canadiennes, mais dans mon emploi à temps plein, dans ma carrière civile, comme on le dit, je suis policier au service de police de la Ville de Montréal. Voilà. Alors là, vous savez, je suis sûr qu'il y en a des gens qui se demandent, attendez, mais il est dans les Forces armées, il est policier, mais on va essayer de comprendre ça. Ce que je vais commencer peut-être par vous demander un aperçu général un peu des structures des Forces armées canadiennes. Parce que on voit ça, on dit Forces armées canadiennes. De manière succincte, comment ça se présente? Bien, la première chose, les Forces armées canadiennes, ce sont nos forces armées qui défendent le Canada au pays en temps de crise ou à l'étranger dans différentes missions. On est séparés par composantes. Donc, on a l'armée canadienne qui est en fait l'armée de terre, les forces terrestres. On a la marine, on a l'aviation et on a les forces spéciales. Donc, moi, j'appartiens à l'armée canadienne, donc les forces terrestres. Et la réserve, c'est une composante qui compose environ à peu près 50% de l'armée canadienne, ce sont des réservistes. Alors, je suis un réserviste. Ce que ça veut dire, c'est que je fais partie d'une force professionnelle militaire, mais qui travaille à temps partiel. OK. On va venir là-dessus oui. Parce que là, vous venez de lever un bon point. Donc, je comprends qu'on a des forces, et ça, c'est ce qu'on... Alors, si vous avez tout de suite parlé de réserve, c'est parce qu'il y a des forces régulières. Oui, exactement. Donc, les forces régulières et les forces de réserve. Donc, les forces régulières, vous comprenez, il y a environ 200 possibilités de métiers dans les Forces armées canadiennes. Les gens se joignent, donc, dans une des composantes que j'ai nommées, l'armée, la marine, l'aviation. Il y a également les forces spéciales, choisissent un métier et par la suite vont soit faire carrière à temps plein ou faire carrière à temps partiel. Et on est présent dans toutes les collectivités du Canada, dans environ 120 collectivités différentes d'un océan à l'autre. Alors, vous venez de dire, vous, c'est plutôt la réserve ou les forces de réserve. Et dans ces forces, vous êtes des forces terrestres, mais on trouve aussi des gens issus de la marine, oui, de exactement. l'aviation. Donc, chaque composante a un élément de réserve. Okay. Et évidemment, selon les besoins, selon les localités, il y a différents métiers qui sont ouverts pour les gens qui font partie de la réserve. Alors, vous êtes le commandant du 34e groupe brigade du Canada. Je commence à connaître les acronymes là pour vous recevoir. J'ai quand même étudié, on dit le GBC, donc le 34e groupe brigade du Canada. C'est situé où? Ça consiste en quoi? Dites-nous un peu ce que c'est. Je comprends déjà que c'est la réserve, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc, au Québec, les Forces armées sont sous ce qu'on appelle la 2e division. Okay. Alors, à l'intérieur de cette division, il y a plusieurs brigades, dont le 34e groupe brigade du Canada, qui dirige les 2500 réservistes de la grande région de Montréal, mais essentiellement le sud-ouest du Québec. Alors, le quartier général est situé à la base à la garnison Saint-Hubert, donc sur la rive sud de Montréal. Okay. Mais on a 13 unités qui sont réparties dans notre territoire, principalement à Montréal, Laval, la rive sud, mais aussi à Hull et à Rouyn-Noranda. Quels sont vos mandats? C'est quoi vos responsabilités? Le mandat principal d'un réserviste, c'est de s'entraîner pour être prêt. C'est vraiment aussi simple que ça. On est là pour appuyer les missions de l'armée canadienne, des Forces armées canadiennes, en fournissant des soldats qui sont prêts à être déployés
Dans des missions au pays, par exemple, quand il y a des crises, les inondations, les feux de forêt, au tournant là, des années 2020, la pandémie, quand on a eu à déployer des soldats en appui dans les CHSLD au Québec, par exemple. Donc, c'est dans la réserve, du moins dans les forces de réserve. On peut le faire aussi dans la régulière, mais pour les réservistes, donc nos militaires s'entraînent et se tiennent prêts à répondre à l'appel en cas de crise, mais aussi dans des déploiements à l'étranger en appui à nos collègues de la force régulière. Alors, essentiellement, on s'entraîne en fonction du métier auquel on appartient. Et on doit faire des maintiens de compétences annuellement. Et on participe à ces entraînements. Lorsque les gens se portent volontaires, peuvent participer à une mission parce que ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment par volontariat. Et aussi, on s'implique au niveau de la collectivité, au niveau de la communauté. Oui, ça aussi, on va en parler. Alors, je ne sais pas si je dois dire vous subissez, vous avez un entraînement de militaires normal comme les forces régulières, comme on dit? On suit essentiellement la même progression que les forces régulières, mais souvent les cours sont un peu plus condensés parce que nos réservistes sont majoritairement soit des étudiants, ou sinon, ce sont des travailleurs, des gens qui ont un emploi comme moi à temps plein et qui, comme ça, sont à la fois des citoyens et des soldats. Donc, ils évoluent dans leur carrière civile, mais donnent de leur temps à temps partiel dans la réserve pour aussi être capables d'appuyer les missions des Forces armées canadiennes puis défendre les Canadiens et les Canadiennes. Je reviens encore là. Donc là, c'est le 34e GBC, voilà, comme on dit. Ça, vous avez dit le sud-ouest du Québec. Oui, exactement. Mais on en trouve partout au Canada. Partout au Canada, effectivement, environ presque 130 unités différentes de réserve dans à peu près 120 collectivités, localités, villes, d'un océan à l'autre. Et si on ajoute les patrouilles de Rangers qui sont basées sur les peuples autochtones, ben là, on couvre tout le Canada au complet. OK. En termes de ratio, est-ce qu'il y a plus de réservistes que de réguliers, vous pensez? Grosso modo, dans l'armée canadienne, c'est environ 50-50. Pour les forces armées canadiennes au complet, je dirais c'est environ le tiers sont des réservistes. Mais selon les pays, ça peut varier, mais au Canada, du moins, c'est notre modèle. Donc, on parle d'environ, je crois, c'est environ 22 000 réservistes dans l'armée canadienne. Mais colonel, quand vous dites à temps partiel, c'est comme si quelqu'un me disait je suis dans l'armée, mais à temps partiel. Ça veut dire quoi être à temps partiel de manière concrète? Bien, ce que ça veut dire, c'est que pour nos soldats particulièrement, qui composent la majorité de nos troupes, vont se présenter dans leur unité, donc leur manège militaire. Donc, il va y avoir un édifice fédéral qui accueille un régiment ou un bataillon dans une ville, par exemple à Montréal, à Laval, à Saint-Hyacinthe. Et les soldats vont se présenter par exemple, les mardis soirs. Les mardis soirs, on a toujours de l'entraînement, des rencontres, des préparations, d'équipements en vue d'un exercice qui vient. Et ensuite, environ une fin de semaine par mois. Alors ça, c'est le plan d'entraînement annuel de septembre à environ mai. Et pendant l'été, selon la disponibilité des membres, bien là, ils peuvent aller travailler à temps plein ou peuvent aller suivre des cours. La majorité des cours, la formation va se dérouler pendant l'été. Donc, un citoyen, une citoyenne qui se joint aux Forces armées, au départ, va devoir suivre les cours de formation. Donc, un cours de recrue, par exemple, que tous les membres des Forces armées canadiennes d'un océan à l'autre, qu'ils soient réguliers ou réservistes, doivent réussir. Et par la suite, un cours de métier. Donc, selon le métier que vous allez choisir, vous allez être formé, vous allez être payé pour suivre la formation, logé, nourri, habillé. Et une fois que vous avez complété vos qualifications de métier, par la suite, vous pouvez suivre le plan d'entraînement annuel qui correspond à ce ratio que je vous ai parlé. Un mardi soir, les mardis soirs, plus une fin de semaine par mois. OK. Donc, je comprends quand vous dites, en fait, se tenir prêt. Oui. Ouais, il faut constamment se tenir prêt. Exactement. Ouais. Donc, par exemple, si quelqu'un travaille comme ingénieur de combat, il va apprendre à utiliser des outils, il va apprendre à ériger des obstacles, peut-être à purifier des quantités d'eau, par exemple, lorsqu'on est en déploiement. Alors, quand il va rentrer les mardis soirs, il peut suivre des cours, il peut faire de l'entretien d'équipement. Et par la suite, la fin de semaine, il va partir, par exemple, sur la base de Valcartier, à côté de Québec. Et là, ils vont faire des simulations. Ils vont se déployer sur la base militaire et ils vont mettre en œuvre leurs compétences pour garder leurs habiletés
et être prêt si jamais le Canada a besoin d'eux. Justement, tantôt vous avez dit quelque chose, je veux rebondir, quand vous dites le Canada a besoin d'eux, mais j'ai cru vous entendre aussi dire que ça pouvait être facultatif. Le réserviste ou la réserviste a un devoir envers le pays. Quand on vous appelle, vous êtes obligé de Pas du tout. Okay. Pas du tout. Il n'y a aucune obligation. C'est ce qui fait que être réserviste, à mon avis, c'est le meilleur emploi qu'on peut avoir, particulièrement quand on est étudiant. Et en combinaison avec n'importe quelle carrière civile. Je vous le dis, là, c'est un secret qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Mais vous savez, moi, ça fait 31 ans que je suis dans la réserve. Et j'ai maintenu ça de mes études collégiales jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on apprend. C'est des formations très avancées. Je vous donne un exemple, des formations sur le leadership. Alors, dans toutes les entreprises, on a besoin de formations sur le leadership. Les Forces armées canadiennes savent faire en matière de leadership. On inculque beaucoup de valeurs, on inculque des façons de faire, on les met à l'épreuve, on leur fait développer leur résilience, leur travail d'équipe, par exemple, et c'est utile dans toutes les sphères de la société. Alors, à ce moment-là, les militaires réservistes peuvent passer 30 ans comme moi, et quand on a besoin, on demande. Alors, on a besoin de troupes, par exemple, pour aller dans les CHSLD ou aller lors des inondations, ou comme là, en ce moment, ce qui se passe, on a besoin de troupes pour aller en Lettonie, en Europe de l'Est, pour appuyer nos alliés avec l'OTAN. Et les militaires vont regarder leur propre situation. Est-ce qu'ils peuvent se permettre? Est-ce qu'ils sont intéressés à vivre cette aventure? Et là, vont lever la main, je suis volontaire. Et à ce moment-là, vont être inscrits sur l'entraînement pré-déploiement et ensuite, ils vont partir en mission pour accomplir leur mission. Mais c'est facultatif. On les encourage, bien sûr, parce que c'est vraiment une belle expérience humaine et professionnelle, mais ils ne sont jamais obligés de le faire. Une dernière question encore là-dessus. Lorsqu'on est réserviste, vous avez dit on peut avoir son emploi à côté. Absolument. Ce qui veut donc dire que quand on est réserviste, il n'y a pas un traitement des forces armées, c'est-à-dire qu'on n'a pas un salaire des forces armées. Oui, absolument. On a un salaire, effectivement. C'est important de le dire. C'est pas donc du bénévolat. Donc, je peux être journaliste réserviste? Absolument, vous pouvez. Puis si ça vous intéresse, on se parle après, là, parce que vous avez définitivement beaucoup d'expérience. On va vouloir la récupérer. Vous savez qu'on a un métier d'officier d'affaires publiques. Donc, ce sont des militaires spécialisés dans les relations avec les médias, dans la préparation d'entrevues, comme aujourd'hui, la gestion des réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais je vous dirais que traditionnellement, ce sont des métiers qui ont un objectif opérationnel. Bien sûr. Par exemple, mon métier de base à moi, quand je me suis enrôlé, c'est ce qu'on appelle l'infanterie. Donc, ce sont les troupes qu'on déploie sur le terrain dans un rôle de combat direct, mais aussi qui occupent le terrain, qui se déploient avec les populations dans une mission de paix de l'ONU, par exemple, ou avec l'OTAN. Alors, il y a des métiers comme ça. J'ai parlé d'ingénieurs de combat. Il y a des militaires qui conduisent les blindés, les véhicules, les chars d'assaut. Il y en a qui tirent des canons, là, qui vont tirer des obus jusqu'à 40 km. Mais il y a aussi des gens qui sont des aides médicales. Il y a des gens qui conduisent des camions, qui sont spécialisés en logistique, en cuisine, des gens qui sont spécialisés en renseignement, en finance, en gestion de ressources humaines. On a tous ces métiers-là. Alors, ce que je vous dis aux gens qui nous écoutent, là, pensez-y. Parce que c'est vraiment c'est un peu l'un des objectifs. C'est vraiment toute une corde à votre arc que vous ajoutez. Puis si vous me permettez, le conseil, il y a beaucoup de gens qui m'appellent régulièrement, des collègues entre autres, pour eux ou pour leurs enfants. Puis je leur dis toujours, moi, il y a deux façons de le voir. Soit que tu rentres dans la réserve pour vivre l'aventure, faire quelque chose de complètement différent de ce que tu fais. Fait que je peux donner par exemple un ami qui est informaticien dans son travail civil, mais qui est dans l'infanterie au niveau de la réserve. Alors pendant la semaine, il travaille un travail plus de bureau. Mais quand il arrive la fin de semaine, il se déploie et participe à des opérations de grande envergure, utilise les armes, fait des simulations et c'est complètement différent. D'autres gens qui utilisent la réserve pour être un vecteur de développement professionnel. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont des ingénieurs dans leur vie civile, mais que dans l'armée, ils sont des ingénieurs de combat. Donc, l'expérience terrain, l'expérience réelle et d'exercice, les formations qu'ils suivent, les aident à être meilleurs dans leur travail civil. Exactement. Alors, vous, aujourd'hui, à la tête de ce 34e GBC, comme on dit, groupe Brigade du Canada, vous devez développer des habiletés, on en a parlé, de leadership, être un peu au courant de ce qui se passe dans un monde complexe un peu dans lequel on vit. Ça vous amène constamment à être au fait de l'actualité, la géopolitique aussi parfois. Je prends l'exemple parce que je le dis pourquoi. Vous avez eu récemment vous rencontrez des universitaires pour échanger.
Qu'est-ce que ça vous apporte de poser la question de manière triviale? Ça, c'est des belles opportunités. Vous faites référence, je crois, au symposium qu'on a tenu au mois de mai dernier. Au mois de mai, oui. C'est des belles opportunités. On appelle ça du développement professionnel pour nos membres, particulièrement les membres du leadership, les officiers, les sous-officiers supérieurs. Ça nous permet de comprendre dans quel monde on évolue, les changements à la situation géopolitique dans le monde, quels sont les besoins aussi pour les Forces armées canadiennes, les contextes dans lesquels nos troupes sont déployées. Par exemple, dans ce symposium, des universitaires sont venus nous parler de leur expertise, leur champ d'expertise, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Russie, l'Ukraine, le conflit? Qu'est-ce qui se passe au conflit au Moyen-Orient? C'est quoi les tensions qu'on vit dans l'Indo-Pacifique? Alors, à ce moment-là, ça nous permet d'élargir nos horizons parce que nos réservistes, ils sont à temps partiel. Oui. Alors, le temps est compté. Quand ils entrent au travail, c'est toujours pour faire un entraînement. Il y a un objectif à atteindre. Ils sont là environ une quarantaine de jours par année en tout. Alors, ce temps-là, il est bien compté. Mais on aime parfois pouvoir élargir ces horizons-là et comprendre. Quand on écoute les nouvelles, quand on entend ce qui se passe, quand on sait, par exemple, qu'en ce moment, le 34 GBC, justement, on a environ 90 membres militaires qui sont déployés. Okay. Et on en a environ 120 qui se préparent à partir là, dans les prochains mois. Sur un terrain d'opération, c'est ça? Voilà, en théâtre d'opération, en Europe de l'Est particulièrement, mais aussi au Moyen-Orient. Donc, c'est une chose de recevoir sa mission et de savoir sur le plan technique qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est bien de comprendre un peu mieux les enjeux globaux, géopolitiques. On s'en va où faire quoi exactement pour qu'ils comprennent la mission et qu'ils l'intègrent. Est-ce que c'est ce qu'on demande aux soldats, aux militaires? On lui demande juste d'y aller? Est-ce qu'on lui demande de comprendre? C'est plutôt le leadership qui doit maîtriser l'environnement, je dirais quoi, géopolitique, stratégique, non? Bien, vous avez raison. Je pense que le niveau de compréhension va varier en fonction du grade, bien sûr. Ouais, okay. Mais en même temps, en 2024, nos soldats, nos soldates sont des gens qui ont des esprits, ils sont brillants, ils sont encore plus avancés. Chaque génération s'améliore et repousse la limite. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ils comprennent davantage que moi, à l'époque où je suis entré comme soldat, j'avais pas une compréhension aussi grande. On était moins connectés sur le monde que la nouvelle génération. Alors déjà, d'emblée, ils entrent avec beaucoup de connaissances. On a des réservistes là, qui sont complètement fascinants. Ce sont des soldats, des caporaux, des fois avec des baccalauréats, des maîtrises. Alors, ils sont capables de tout. Et par la suite, quand on les déploie, dans la préparation au déploiement, il y a ces conversations, il y a ces explications, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on s'en va faire, qui sont les parties en présence. Et évidemment, plus on monte dans la hiérarchie, selon le rôle qu'on va avoir à jouer, je pense à ceux qui sont des officiers supérieurs, qui vont avoir à travailler avec les autres nations plus directement, de coordonner les mouvements de troupes, comprendre les autres cultures avec qui on se déploie. Parce que le déploiement, il y a un rôle opérationnel. Et tous nos militaires qui se déploient en retirent beaucoup d'expérience, mais la principale expérience, elle est humaine. Elle est d'aller voir cette nouvelle culture, pas seulement la culture dans laquelle on se déploie, mais également celle des alliés avec qui on se déploie, parce qu'on travaille toujours, ou presque toujours, dans un environnement multinational. Alors, ça m'amène à j'ai envie un peu de dire le cœur de notre entretien, colonel Chêne, parce que vous savez que la cible qui est principalement notre cœur de cible, c'est sûr que ce sont des personnes beaucoup plus issues de l'immigration, qui arrivent ici et qui voient l'armée. Alors, les regards sont différents. Il y en a qui ont une distance, je dirais, relativement longue avec les forces armées, puis il y en a qui essayent de s'intéresser. Bon, nous, modestement, on essaye de faire les rapprochements. Et quand on voit les forces armées canadiennes, je sais que c'est pas le premier, je vous dirais quoi, le premier corps vers lequel on pense. C'est pas la première institution où généralement on se dit, ben, tiens, je vais aller toquer à la porte. Donc, j'aimerais qu'à la fin de notre échange là, ben, qu'il y en ait un ou deux qui se disent, ben, vous savez quoi, je vais rentrer mon CV. Donc, ça m'amène un peu à comment vous êtes à la tête de ce GBC. Je veux parler diversité, je veux parler inclusion. Et je sais que vous vous déployez sur le terrain. Je pense qu'il y a à peu près
moins d'un mois, au moment où on enregistre, il y a moins d'un mois, je sais que vous étiez sur une opération avec des jeunes pour faire découvrir... Oui, une foire de l'emploi, voilà, c'est la sécurité, oui. Voilà, exact. Alors c'est ça. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour attirer du monde? Quand je dis attirer du monde, c'est-à-dire pour mettre en place de la diversité, pour inclure les gens. Et quand je dis inclure, c'est pas seulement les minorités visibles, mais je pense aux femmes, je pense aux autochtones, je pense aux gens de la communauté LGBT. Quelles sont les stratégies que vous mettez véritablement en place, au-delà, colonel, avec tout le respect, au-delà des... Vous savez, des phrases, slogans de « oui, nous sommes ouverts », de manière concrète? Bien, de manière concrète, je pense que la première chose, c'est d'être nous-mêmes inclusifs au jour le jour quand on travaille dans nos unités. Je pense que c'est la première règle d'or. C'est pas juste les paroles, ce sont les gestes que les gens retiennent. Alors, c'est la façon dont on fait preuve de cette ouverture, je dois le dire, le mot ouverture, dans nos unités. Par exemple, dans un manège militaire, il y a un commandant, il y a un sergent-major. La façon, le leadership qu'ils démontrent aux troupes, la façon qu'ils sont ouverts, la façon qu'ils accompagnent les membres, la façon qu'ils créent un environnement où est-ce que chacun peut se montrer sous son vrai jour, dans sa diversité. Chacun peut atteindre son plein potentiel dans les forces armées en ayant un environnement qui est sain et inclusif. Ça commence avec soi-même. Et par la suite, c'est dans l'ouverture, la transparence, dans l'invitation aux différentes populations de venir faire partie des Forces armées canadiennes. Parce que comme institution canadienne, on se donne comme objectif d'être beaucoup plus représentatif. Hein? On veut être représentatif des communautés dans lesquelles on évolue. Particulièrement pour moi, pour nous, au 34 GBC, on est à Montréal essentiellement. Donc à Montréal, il y a une grande richesse et il faut pouvoir aller puiser dans cette richesse-là. Il faut mettre les conditions en place pour qu'on aille chercher tous les bénéfices de la diversité. Vous avez mentionné un événement, la Foire de l'emploi. Donc, on travaille au niveau local avec les organismes qui sont en place. Nous, on ouvre nos bras, on tend la main, on a envie de travailler avec tout le monde. On a des membres de nos équipes qui tissent des liens avec les organismes, qui expliquent qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos objectifs. On essaie de trouver les objectifs convergents. Comme par exemple avec l'organisme NSK avec qui on a organisé la Foire de l'emploi des jeunes à Saint-Michel. Et je veux dire, ça a été un franc succès. Plus de 1000 jeunes sont venus nous voir et on est allé faire un partenariat aussi avec tous les métiers de la sécurité, donc la police, les pompiers, différents services provinciaux et fédéraux également. Et donc, c'est essentiellement ça. Dans les communications, dans les réseaux sociaux, on veut que les gens puissent se voir dans nos forces armées canadiennes. Voilà. Parce que ça n'a pas longtemps été ça, la culture ou l'image des forces armées canadiennes. Bien, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré. On n'est pas parfait, loin de là, mais il y a énormément d'améliorations. Je pense qu'il faut d'abord, il y a d'abord eu cet engagement. Et nous, comme chefs à haut niveau, c'est notre responsabilité de paver la voie, de le dire, de le faire, de montrer l'exemple, de participer à des événements comme la Foire de l'emploi. Je veux dire, personnellement, comme commandant, j'ai tenu à y être personnellement. Certains pourraient dire, ben voyons, colonel, vous avez autre chose à faire de votre temps, mais non. Il faut montrer l'exemple. Il faut incarner le changement qu'on veut voir chez les autres. Et c'est comme ça qu'on y arrive peu à peu. Et est-ce que vous le faites aussi parce que justement vous n'avez pas, ou peut-être que vous n'attirez plus autant? Bien, je vous dirais qu'en général, il y a une crise de la main-d'œuvre au Québec, au Canada. Vous avez bien dit ça. Est-ce qu'il y en a aux Forces armées aussi? Bien sûr, Forces armées aussi. C'est un défi générationnel. Et je pense que c'est devenu très évident au sortir de la pandémie que toutes les grandes organisations ont un peu plus de difficultés à recruter. Alors, nous, évidemment, on a retroussé nos manches pour travailler davantage, mais c'est pas juste une question. En fait, c'est que nous, on veut attirer une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre de qualité. On veut des gens qui sont prêts à s'engager pour défendre leurs concitoyens, leurs concitoyennes. On a beaucoup à offrir et c'est pas une question de la couleur de notre peau, de notre religion, de notre orientation sexuelle. Ça n'a aucun rapport. On veut des gens qui s'engagent, on veut des gens qui vont apprendre les métiers et qui, par la suite, vont être prêts à venir en aide au pays ou à l'étranger. Chaque personne qui se joint à l'équipe contribue à ce succès.
Et plus les Forces armées canadiennes et la réserve et le 34 GBC vont refléter la diversité canadienne, plus on va être en position pour être plus efficace dans nos missions. Parce que quand on se déploie, là, on se déploie parmi des communautés, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit à l'extérieur du pays. Et cette diversité-là nous aide à réfléchir les problèmes, nous aide à faire un 360 degrés quand on réfléchit, nous aide à comprendre différents angles de vue. Je pense, par exemple, rapidement, nos missions au Moyen-Orient. On a des militaires, des réservistes qui sont déployés au Koweït, au Liban, en Jordanie. Alors, on a des gens, des militaires qui sont originaires de ces pays qui déploient. Imaginez-vous la force de ces militaires-là qui parlent la langue, qui comprennent la culture, qui peuvent guider leurs collègues. Quand on a déployé les gens dans les CHSLD, on avait des CHSLD anglophones, francophones, qui sont quand même, qui étaient répartis aussi dans certains secteurs. On a été capable d'adapter la force, les gens qu'on a déployés, en fonction de ces réalités-là pour nous aider à avoir encore plus de succès. Alors, pour nous, la diversité devient même une capacité opérationnelle. Une capacité est encore plus efficace. Alors, c'est pour ça qu'on met l'accent beaucoup là-dessus, qu'on fait beaucoup d'efforts pour attirer les gens de toutes les diversités. C'est ça, vous venez de le dire, c'est aujourd'hui une capacité opérationnelle. Quoi. Exact. Ça vous apporte. C'est la même chose, c'est la même stratégie, c'est la même volonté avec les femmes. J'ai vu maintenant à la tête de l'armée, des Forces armées canadiennes, c'est une générale Jenny Carignan. Jenny Carignan, absolument. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est formidable. Qui est venue avec une volonté de changer la culture des Forces armées canadiennes. Absolument. On est très reconnaissant que ce soit elle qui a été choisie. C'était la plus compétente. Je veux dire, quand on regarde son curriculum, je veux dire, tout le monde peut en être jaloux. Ce n'est pas une question d'être une femme, un homme. C'est la meilleure personne pour ce poste-là. Elle a une expérience opérationnelle tout à fait incroyable. Et elle a été plusieurs années. Elle a mis en place comment je vous dirais ça, c'est une structure qui gère le changement de culture. J'essaie de rendre ça simple. Oui, tout à fait. Donc, pendant plusieurs années, elle a mis ça en place. Donc, le changement de culture, elle a été la personne forte dans ce changement de culture. Et maintenant, imaginez, elle devient chef des Forces armées canadiennes. Alors, c'est des indicateurs tout ouverts pour cette amélioration de notre culture vers plus d'inclusivité, vers plus d'ouverture. Alors, c'est juste des bonnes nouvelles pour nous. Je veux revenir sur votre... Est-ce qu'on dit unité? Est-ce que je peux appeler ça brigade? La brigade, oui. C'est quoi la différence brigade-unité? Je sais, on va encore se Bien perdre. Sûr. Mais... Puis là, probablement, si vous regardez différentes organisations, mais pour nous, la brigade contient 14 unités. OK. Alors, une unité, c'est plusieurs centaines de militaires ensemble. Une unité va être située dans un manège militaire. Donc, par exemple, si je prends une unité d'où moi je viens à Laval, donc il y a une unité qui est implantée à Laval, il y a un commandant en charge de cette unité-là qui a environ 200-300 militaires. Et le regroupement de toutes ces unités, c'est 13-14 unités ensemble. Avec le quartier général, ça fait une brigade. OK. Pour 2500 environ. Voilà, c'est ça. C'était surtout ça que je voulais savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette brigade-là, c'est à peu près 2500. Oui, environ 2500, 2400, 2500, ça fluctue un peu, là. Réservistes, on l'a dit. Au niveau des civils, oui. Est-ce que les civils, on les rentre dans les forces régulières, dans les réservistes, ou c'est les employés civils, c'est une catégorie de fonctionnaires fédéraux qui font partie du ministère de la Défense, qui occupent des rôles importants aussi. Je pense par exemple à une personne qui m'est chère, qui travaille au niveau de tous les programmes de ressources humaines, qui nous aide, qui nous guide, entre autres différents programmes au niveau de la diversité, qui nous aide aussi au niveau de la gestion des carrières, par exemple. Donc, on a beaucoup de personnes clés. Au niveau de brigade, au niveau d'unité, on en a un peu moins. Mais plus on monte, plus il y a des fonctionnaires fédéraux qui nous appuient et qui ont un rôle vraiment important là aussi pour soutenir les forces armées. Je reviens sur ce que je disais tantôt. Je vous ai dit, la majorité des gens, je dis bien la majorité, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est juste une minorité des gens issus de l'immigration ont vraiment ce regard avec les forces armées en fonction des pays, hein, d'où ils viennent. Parce que c'est pas tout le monde, c'est en fonction des pays. Et ils arrivent au Canada, ils voient l'armée. Bon, il y a l'armée qu'on voit, et vous allez me permettre un peu la familiarité. Là, il y a l'armée qu'on voit dans les films,
Ils sont tous dans de belles tenues, ce sont les plus forts, voilà, il y a cette armée-là. Et puis il y a celle que vous êtes en train de nous décrire là. Pourquoi s'engagerait-on, ou quand on vient au Canada, quand on vient au Québec, quand on vient au Canada, pourquoi mettrait-on les forces armées? Pourquoi mettrait-on le 34e GBC comme une option d'employeur? Il y a énormément de raisons. Je vais essayer d'être bref. La première raison, je crois, c'est pour pouvoir servir le Canada. Okay. Je pense que c'est ce qui va attirer les gens d'épouser ce pays d'adoption, d'embrasser ses valeurs et de vouloir les défendre. C'est ce qu'on fait au jour le jour, c'est ce qu'on s'entraîne à faire. Mais d'un côté plus pratico-pratique, c'est l'avantage concurrentiel que la réserve va offrir à n'importe quelle personne qui se joint. Vous allez avoir un entraînement, des formations avancées dans tout plein de domaines en fonction des métiers que vous allez choisir, mais éventuellement, si vous voulez progresser, même au niveau du leadership, vous allez vivre des expériences professionnelles qui sont importantes. Quand on se déploie, par exemple, en exercice pour une fin de semaine, qu'on est déployé, on fait des simulations, on gère du personnel, on gère du matériel. Ce sont des véritables expériences de travail qui sont transposables dans un domaine civil par la suite. Puis troisièmement, c'est un réseautage incroyable parce que vous allez être parmi une unité de réservistes qui ont tous des métiers différents. Alors, dans les unités où j'ai évolué dans ma carrière, j'ai eu la chance de connaître des gens dans tous les corps de métier. Carrément tous les corps de métier. Alors, on développe ce réseautage-là. Et je vous dirais, au travers de tout ça, c'est les valeurs qu'on va apprendre à incarner également, qui nous donnent cet avantage en tant qu'humain, en tant qu'individu. Je pense que ce qu'on va chercher, surtout dans les forces armées, on va chercher à repousser nos limites personnelles, physiques, psychologiques. On entre, on pense qu'on a une limite qui est environ là. Et déjà, quand on termine l'entraînement des recrues, on réalise qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pensait. Ça, c'est une des choses qu'on sait faire au niveau des Forces armées canadiennes, c'est apprendre aux gens qui sont capables d'en faire beaucoup plus dans des situations tendues, dans des situations où on manque un peu de sommeil. Et par la suite, moi, personnellement, ça m'a servi toute ma carrière, toute ma vie, même dans ma vie personnelle. Quand mes enfants étaient jeunes, je ne dormais pas beaucoup. Bien, j'avais déjà une certaine expérience de privation de sommeil. On dit ça, on rit un peu, mais je vous dirais, dépendamment du métier que les gens choisissent, quand tout à coup, dans leur métier civil, il va y avoir un stress, il y a une échéance serrée, il faut soumettre des rapports, bien, on a déjà appris à gérer ce stress et on l'a vécu un peu au pire. En déploiement, en campagne, on a dormi sous la tente, par exemple, on a dormi juste quelques heures parce qu'on était en manœuvre, il y avait la pluie, on a mangé pas aussi bien que d'habitude parce qu'on a mangé des rations. Ça forge le caractère, ça forge la résilience, puis on apprend à travailler en équipe. C'est vraiment là, ça ressort de ce travail en équipe, de se faire confiance mutuellement dans le but d'atteindre un objectif. C'est une expérience vraiment unique. Et à la fin de tout ça, on développe une fierté, une confiance en soi. Alors, je vous ai nommé seulement quelques attributs, mais c'est quelque chose que, assurément, toute personne qui joint, peu importe le métier, peu importe la composante, vous allez développer ça dans les Forces armées canadiennes. Vous avez dit tantôt que vous avez commencé, vous étiez encore étudiant. Oui. Et vous y êtes jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui, je sais pas, je pense à mon directeur là, qui est derrière la caméra. Là, on va y parler après. Qui veut rentrer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un âge où on rentre dans la réserve? Oui, bien sûr, il y a un âge. C'est environ, je vous dirais, on dit 17 à 57 ans. OK. Alors, c'est très, très ouvert. On a tendance à penser que c'est seulement pour les jeunes, bien qu'il y a quand même une grande proportion de jeunes qui se joignent. C'est souvent à ce moment-là. Mais vous savez, aujourd'hui, en 2024, là, il n'y en a plus de limite. Hein? Et les gens, des fois, à 40 ans, décident, bien, j'aurais donc aimé faire un service militaire. Bien, venez, vous êtes les bienvenus. Moi, je vais à toutes les graduations des cours de recrues là, pour ma brigade, et à chaque fois, c'est immanquable. Il y a des gens, 40 ans, même 50 ans. On a des mères de famille de 3-4 enfants qui ont passé à travers le cours de recrues, et il n'est jamais trop tard. Et c'est une expérience unique. Puis j'encourage les gens à venir faire l'essai parce que quand on s'engage dans la réserve, il n'y en a pas d'obligation. C'est formidable. C'est ça, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de contrat minimum. Il y a des gens qui viennent avec nous, puis après quelques semaines, décident, vous savez, c'est pas pour moi. On les encourage, on les accompagne, on les encourage à aller au-delà parce qu'au début, bon, c'est nouveau, les gens se sentent un peu intimidés.
Mais on n'est plus à l'époque où est-ce qu'on crie sur les gens, on les traite bien, vous savez. On est là pour les accompagner dans cette les forces armées, colonel, c'est quand même... On veut que les gens soient physiques, soient durs, soit quand vous dites qu'on leur crie plus dessus, j'ai du mal à quoi? Si on me dit sauter d'un ravin... Je ne vous dis pas jamais. Mais je veux dire, à l'époque où je suis entré, ou même mes mentors, eux, sont entrés, c'était très, très dur. Mais c'est qu'on faisait un peu une forme de sélection à travers les cours. Tout à fait. Alors maintenant, on a une approche, on donne un cours, c'est un cours, ce n'est pas une sélection. La sélection, c'est ce qui est venu avant. Donc, on a fait notre test médical, on a fait notre entrevue, on a des tests écrits, ce genre de choses. Mais une fois qu'on est inscrit à la formation cours de recrue, on est là pour être instruit, pour être formé. Alors, on accompagne les gens et là, il y a un crescendo, il y a une progression. Et bien sûr qu'il y a un moment dans le cours de recrue où on va tourner le réglage pour que la tension soit plus grande. Pourquoi? Parce qu'on veut voir ce que les recrues ont en dedans d'eux. On veut voir comment ils vont réagir sous le stress pour après ça se projeter dans une situation future de déploiement. Mais tout ça est fait dans une optique beaucoup plus constructive que ça pouvait être à l'époque. Mais comme je vous dis, les gens de tout âge réussissent. Des mères de famille, des hommes de 40-50 ans qui se joignent à nous de divers horizons réussissent la formation et ensuite contribuent à la richesse, contribuent au talent unique que les réservistes apportent aux Forces armées canadiennes. Il y a un aspect rapidement, je voudrais qu'on termine avec ça parce que je pense que je l'ai juste un peu effleuré. Je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. C'est le rôle que vous jouez dans la communauté. On a parlé des inondations, on a parlé de la pandémie. Je voudrais vous entendre un peu là-dessus. Quel est, justement, pour que les gens comprennent un peu que c'est pas juste, on a parlé de l'opérationnel, mais à l'extérieur, sur le territoire, dans les communautés, quel est le rôle aussi que les réservistes peuvent jouer? Bien, la première chose, c'est que chaque unité de réserve est implantée dans une localité. Donc, Laval, un secteur de Montréal, Saint-Hyacinthe, Saint-Hubert, Hull, Rouyn-Noranda, toutes ces villes. Donc, l'unité qui est implantée va nécessairement s'ancrer dans sa communauté. Du moins, c'est ce que moi, je demande de mes commandants, qu'ils s'assurent de s'ancrer dans leur communauté, qu'ils participent à des activités, qu'ils soient présents, parce que c'est un des rôles aussi de la réserve. Donc, outre s'entraîner pour être prêt pour les mandats opérationnels, il y a aussi un rôle de connexion, on dit connecter avec les citoyens. Oui, tout à fait. Parce que nos militaires réguliers, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous en terrain opérationnel, ils sont beaucoup plus déployés que nous, mais souvent ils sont dans des bases militaires quand même localisées dans des endroits précis. Par exemple, on travaille à Valcartier. Mais nos manèges militaires, nos unités de réserve, ils sont en plein cœur des villes. Alors ici, vous marchez au centre-ville, il y a quelques unités à proximité de l'endroit où on est en ce moment. Alors vous pouvez voir les militaires entrer, sortir, vous pouvez être en contact avec eux. Alors les unités, souvent, ils développent des liens privilégiés avec des organismes locaux, avec les villes, avec différents partenaires. Et ça fait en sorte qu'on participe à des initiatives comme la Foire de l'Emploi. Tout à fait. Mais, par exemple, en mai, on participait à la fête du drapeau haïtien, par exemple. J'ai marché avec des membres de mes équipes au défilé de la fierté au mois d'août dernier. Alors, c'est important qu'on s'imprègne, qu'on soit présent, qu'on montre notre présence. Ça permet d'expliquer notre rôle. Parce que quand on envoie des troupes aussi à l'étranger, on a besoin de l'appui des Canadiens. Mais de façon un peu plus poussée, opérationnelle, au niveau du 34 GBC, en fait, toutes les brigades, il y a 10 brigades de réserve au Canada. Chaque brigade a le mandat d'être en mesure de déployer un groupe bataillon territorial. Et là, je ne veux pas vous perdre dans les acronymes, mais dites-vous que c'est entre 400 à 600 réservistes. Il faut qu'on s'entraîne, qu'on soit en mesure de déployer un groupe de réservistes pour répondre à une crise au pays. Alors, annuellement, je dois valider des troupes, je dois mettre en place des scénarios pour exercer un poste de commandement. Puis, les scénarios peuvent être divers. Des fois, on s'entraîne sur des scénarios de tremblement de terre, d'inondation, d'appui aux autorités civiles, de feux de forêt, ce genre de scénario-là. Et quand ça arrive, par exemple, en 2017, moi, j'ai eu l'honneur de commander les troupes déployées dans l'ouest de Montréal lors des inondations. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, 2017, ça a été assez grave. Il y en a eu d'autres temps, mais à ce moment-là, moi, j'ai pris congé de mon emploi civil
Puis j'ai été déployé dans l'Ouest. J'étais à la tête de notre groupe pour le 34 GBC. J'étais dans un autre rôle à l'époque, mais j'ai eu la chance de commander. Et tous les troupes qui étaient là, ils avaient tous pris une pause de leurs études ou un congé spécial de leur emploi civil pour venir aider les citoyens, pour leur venir en aide, puis travailler là, pour contrer les effets des inondations. Alors, c'est un peu cet engagement qu'on prend. Des fois, on peut être déployé aussi à l'extérieur de la province. On a déjà envoyé des troupes dans d'autres provinces pour donner un coup de main. Encore une fois, toujours selon le volontariat. Et les troupes sont payées, évidemment, et ils ressortent de là avec une expérience unique parce qu'il n'y a rien qui les rend plus fiers que d'avoir aidé leurs concitoyens au pays. Vous savez, c'est pas juste à l'extérieur, à l'étranger qu'on vit ça. Mais quand on revient, on le voit, on est à la maison, on voit la crise. Souvent, ils vont le voir dans les médias et là, ça va venir les interpeller. Et là, ils vont dire, hey, bien là, si on cherche du monde, je suis volontaire. Et là, quand on ouvre la tâche, puis on dit, OK, on a besoin de tant de soldats, bien, les gens se portent volontaires en fonction de leur disponibilité, puis on les déploie pour aider nos concitoyens et concitoyennes. Colonel de Vilchen, merci beaucoup. Mais ça m'a fait Vraiment, plaisir. Merci à vous pour l'invitation. j'ai envie de dire, je vais le dire, c'était une première. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais il était important pour nous que ce pan aussi de cette institution canadienne, ben, qu'on comprenne un peu ce que c'est. Puis sinon, on peut faire le pont, vraiment de manière très modeste, entre vous et celles et ceux qui nous regardent, qui sont, je suis sûr, intéressés, vont découvrir des choses aujourd'hui. Ben, je suis ravi. Je suis ravi de ça. Merci pour cette opportunité. Puis si je peux dire aussi, s'il y a des gens qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus, ils peuvent consulter le site force-au-pluriel.ca. Oui. Beaucoup d'informations sur le recrutement, toutes les possibilités régulières, réserves partout au Canada. Ceux qui sont sur Facebook peuvent suivre la page du 34e, donc 34 avec un petit E, Groupe Brigade du Canada. Ils vont le trouver, c'est assez facile. Ils vont pouvoir voir toutes les activités et ils vont pouvoir nous écrire pour savoir quel est le manège militaire le plus près peut-être de chez eux et pour pouvoir participer à une séance d'information en vue du recrutement. Et j'ai retenu une chose, vous avez la volonté d'être représentatif de la société, et de deux, je dis pour celles et ceux qui nous regardent, c'est concurrentiel. On parle de l'emploi, là, il y a de bonnes choses. Il n'y a pas un employeur qui voit ça sur votre CV qui va rester indifférent. Parce que les Forces armées canadiennes, c'est une marque de qualité, d'expérience qui va vous aider dans n'importe quel métier. Je vous dis, mettez-nous au défi, on va faire une combinaison, on va trouver le bon métier pour vous en fonction de où est-ce que vous habitez. Il faut penser aussi à un endroit pratico-pratique, il faut quand même que ça soit assez proche. Mais peu importe la combinaison, vous allez être avantagé, vous allez avoir un salaire concurrentiel qui va s'ajouter et toutes sortes de conditions qui sont très favorables. Merci beaucoup, colonel. Ça fait plaisir. Beaucoup. Merci. Merci. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cet échange-là. En tout cas, nous, on a appris vraiment beaucoup de choses. Merci encore. Ça fait plaisir.